Septembre 96. Kaboul a changé de visage en une seule nuit. Le monde entier associait les talibans à la guerre, à la terreur et au contrôle absolu. Mais derrière les lignes de front, derrière les commandants et les combattants, il y avait des femmes. Qui étaient ces épouses de l'ombre? Des compagnes forcées au silence. Mais la réalité était bien plus sombre que la simple soumission. Elles vivaient cachées, souvent piégées, parfois punies, et dans certains cas, tuées par leur propre mari. Ces femmes menaient des guerres privées à l'intérieur de leur foyer. Les murs de leur maison absorbaient tant les cris. Pour certaines, la fin arrivait dans l'obscurité totale, violente, impitoyable, oubliée de tous. Le mouvement taliban était né dans les écoles religieuses du Pakistan. Il avait été forgé par des années de conflits sanglants. Il promettait d'apporter la paix après le chaos de la guerre civile. Mais cette paix avait un prix exorbitant. Ce prix, c'était la liberté des femmes. Les talibans ont imposé leur vision stricte de la charia par la force brute. Un système de police religieuse s'est mis en place, dirigé par le ministère pour la promotion de la vertu et la prévention du vice. Leurs règles dictaient chaque aspect de l'existence. La punition n'attendait pas de procès. Elle était immédiate, souvent physique. Les femmes portaient le fardeau le plus lourd. Le régime leur a interdit d'aller à l'école. Il leur a interdit de travailler. Il leur a interdit d'apparaître en public sans un gardien masculin, un maram. Le tchadri est devenu obligatoire. Ce voile intégral ne laissait qu'une petite grille grillagée au niveau des yeux pour voir le monde. À première vue, une simple tenue traditionnelle, mais en réalité, une prison de tissu qui étouffait celle qui le portait. La demande a explosé. Le prix de la burqa a grimpé en flèche sur les marchés. De nombreuses familles ne pouvaient plus se l'offrir. L'application de la loi était cruelle. Une femme sans voile risquait le fouet en pleine rue. Sur les rapports de l'époque, on lit des détails glaçants. Des femmes frappées aux chevilles avec des bâtons parce qu'un centimètre de peau dépassait du tissu. Parler doucement en public était suspect. Rire était un crime. Marcher seul attirait l'attention de la police religieuse. Dans les rues, on voit des patrouilles armées de fouets en câble et de fusils d'assaut. Mais la situation a empiré. Imaginez une mère seule, la nuit. Son enfant tombe gravement malade. Elle n'a ni mari, ni frère, ni fils pour l'accompagner. Elle fait face à un choix impossible. Rester et regarder son enfant souffrir sans soins médicaux, ou sortir seule et risquer sa vie. Certaines ont choisi le risque. Elles ont payé le prix fort. Les organisations de défense des droits humains ont documenté ces cas. Des femmes désespérées, cherchant un médecin, ont été arrêtées, parfois abattues. Un incident précis illustre cette horreur. Une femme portait son nourrisson fiévreux dans ses bras. Un combattant taliban l'a intercepté. Il a tiré à bout portant. On entend le bruit sec de la détonation qui brise le silence de la rue. Elle et son bébé ont survécu de justesse. Des voisins sont intervenus. Ils les ont portés et cachés en urgence. Ces histoires se répandaient comme une traînée de poudre. La peur paralysait les communautés. Les femmes restaient enfermées, même en cas d'urgence vitale. L'éducation s'est effondrée instantanément. En 1996, la majorité des enseignants en Afghanistan étaient des femmes. Quand les talibans ont fermé les écoles de filles, ils ont licencié toutes ces enseignantes. Le système scolaire s'est arrêté. Les écoles de garçons ont aussi souffert, car il n'y avait pas assez d'hommes pour remplacer les femmes licenciées. L'UNICEF a dressé un bilan catastrophique. En l'an 2000, moins de 5% des filles afghanes recevaient une éducation formelle. Le taux d'alphabétisme des garçons a chuté brutalement. À l'image, des salles de classe vides, couvertes de poussière. Les enseignants qui tentèrent de maintenir des cours secrets risquaient tout. Les caves devenaient des écoles clandestines. Mais la menace était constante. Le savoir était devenu un crime capital. Une menace mortelle planait sur chaque maison. Le danger ne concernait pas seulement les opposants politiques. Même au sommet de la hiérarchie, les femmes n'étaient pas épargnées. Les épouses des chefs talibans vivaient retranchées dans des complexes sous haute surveillance. Les fenêtres étaient recouvertes de peinture opaque ou masquées par des draps lourds. Aucun regard extérieur ne devait pénétrer l'intimité du foyer. Pourquoi ces femmes acceptaient-elles un tel enfermement? Elles n'avaient pas le choix. La désobéissance signifiait la répression immédiate. Les règles étaient strictes. Interdiction totale de parler aux domestiques, aucun échange avec les voisins. Le contact avec toute personne extérieure à la famille immédiate était proscrit.
À l'intérieur des murs, la vie s'était arrêtée. Pas de bijoux, pas de musique, pas de photographie. Même le rire était banni. Si un éclat de voix traversait les murs de l'enceinte, la punition tombait. Certaines parentes d'officiels devaient solliciter une permission écrite simplement pour franchir le seuil de la porte. L'isolement était total. La dépression est devenue la norme. À première vue, des résidences de privilèges, mais en réalité, des cellules d'isolement. Mais ce silence a été brisé. L'Association révolutionnaire des femmes d'Afghanistan, connue sous le nom de RAWA, a refusé la soumission. Ses membres ont pris des risques insensés. Elles ont dissimulé des caméras vidéo sous les plis de leurs burqas. Elles ont infiltré les stades de Kaboul transformés en lieux de torture. À l'image, une lentille instable filme à travers le tissu bleu. La caméra enregistre des exécutions publiques au centre du terrain, des femmes battues à coups de câble, des séances de flagellation collective. Ces femmes risquaient la mort pour quelques secondes de film. Elles ont transporté ces enregistrements clandestins à travers la frontière, jusqu'au Pakistan. Les images ont été publiées dans des journaux souterrains avant de rejoindre Internet. C'était la première preuve visuelle de la brutalité du régime offerte au monde extérieur. Les rapports secrets décrivaient l'horreur avec précision. Des femmes lapidées pour adultère présumé, des exécutions sommaires pour immoralité. On entend parfois le bruit sec des chaussures sur le pavé. C'était un crime. Une femme pouvait être fouettée en public simplement parce que ses chaussures faisaient du bruit en marchant, ou parce qu'elle avait accidentellement montré un poignet. L'an 2001 a marqué un point de rupture. 5 années de règne taliban avaient laissé l'Afghanistan en ruine. La guerre avait détruit les infrastructures, mais le régime avait détruit la dignité humaine. La famine s'est installée. Les veuves, interdites de travail par la loi, regardaient leurs enfants mourir de faim. Elles ne pouvaient pas gagner leur pain. Mais la situation a basculé. Lorsque les talibans ont perdu le contrôle de Kaboul à la fin de l'an 2001, le changement a été instantané. Les combattants ont jeté leurs armes au sol, les leaders ont fui vers les montagnes. Le système de contrôle complexe s'est effondré en quelques heures. Cependant, les familles n'ont pas été libérées. Les épouses et les enfants ont dû porter le fardeau de la survie. Ils ont suivi les hommes dans la fuite, direction les grottes froides de Kandahar, les villages tribaux reculés du Helmand, ou la traversée périlleuse de la frontière pakistanaise. L'exil ne faisait que commencer. Des milliers de familles ont franchi la frontière dans la panique. Pour beaucoup, le Pakistan est devenu le premier refuge. Les villes comme Quetta et Peshawar se sont rapidement remplies de réfugiés venus d'Afghanistan. Au milieu de cette foule, les familles des talibans cherchaient à se fondre dans la masse. Elles ne se cachaient pas dans des grottes, mais en pleine ville. Elles louaient de petites maisons discrètes ou occupaient des planques payées par des sympathisants du mouvement. Pourquoi ces maisons restaient-elles closes ? La trahison pouvait venir de n'importe où. À l'intérieur, l'espace manquait cruellement. Plusieurs familles s'entassaient souvent sous un même toit. Les rideaux restaient tirés jour et nuit. Les voix ne dépassaient jamais le murmure. Les femmes ne sortaient presque jamais. Lorsqu'elles devaient le faire, elles portaient des voiles épais et gardèrent le silence absolu. Un mauvais accent ou un mot imprudent suffisait pour exposer tout le réseau. La vie clandestine exigeait un mouvement perpétuel. Les chefs talibans ne dormaient jamais 2 fois au même endroit. Les épouses restaient souvent en arrière, isolées dans des quartiers inconnus, attendant qu'un messager apporte des nouvelles. Les familles restaient brisées pendant des mois, parfois des années. Les enfants grandissaient sans savoir si leur père était vivant ou mort. Les mères, souvent très jeunes et inexpérimentées, devaient tout gérer seules. Leurs maris changeaient continuellement de complexe pour éviter les raids. Certaines femmes tentèrent de traverser la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan pour réunifier la famille. Elles s'en remettaient aux passeurs. Elles corrompaient les gardes frontières avec des liasses de billets ou présentaient de faux papiers. À première vue, un simple voyage, mais en réalité, un risque mortel d'interrogatoire et de prison. Pour des femmes élevées dans la rigueur des foyers talibans, naviguer dans ces zones dangereuses avec des enfants était terrifiant. Mais la guerre les suivait partout. Les forces américaines et afghanes traquaient activement les commandants. Les épouses devenaient des cibles indirectes. On entend le bruit du bois qui éclate sous les bottes. Les raids nocturnes signifiaient des portes défoncées sans sommation. Les maisons étaient retournées. Les femmes restaient prostrées, terrifiées.
Les enfants souffraient en silence. Impossible de les inscrire à l'école publique car donner un vrai nom était trop risqué. Ils étudiaient dans des madrasas secrètes liées au réseau taliban ou apprenaient à lire à la maison en chuchotant. Grandir dans l'ombre leur a appris une leçon brutale. La survie passe par le silence. Certains enfants sont devenus des messagers. Ils transportaient des notes ou de l'argent liquide car les adultes attiraient trop les regards des services de renseignement. Au milieu des années 2000, toute une génération d'enfants talibans a été façonnée par cette existence cachée. C'était la guerre de l'ombre. Tandis que les hommes échangèrent des tirs dans les montagnes ou dirigeaient l'insurrection à distance, leurs femmes et leurs enfants menaient un autre type de combat. Pendant des années, les responsables américains ont cru qu'une seule stratégie fonctionnait, frapper les chefs dans leur sanctuaire. Ils ont visé les zones tribales du Pakistan, comme le Waziristan du Nord et du Sud. Le terrain était hostile, des montagnes escarpées, des vallées profondes, des villages aux murs de boue séchés. L'armée pakistanaise peinait à y pénétrer. C'était la cachette idéale pour les combattants d'Al-Qaïda. Mais la technologie a changé la donne. Dès l'an 2009, les frappes de drones sont devenues l'arme principale des États-Unis dans ces régions. À l'image, une vue aérienne granuleuse en noir et blanc. La mort venait désormais du ciel. 5 millions de dollars. C'était le prix exact de sa tête. Les États-Unis et le Pakistan avaient misé cette fortune sur l'élimination d'un seul homme. Pourquoi une telle somme pour une seule cible? Il existait pourtant des dizaines de chefs de guerre dans la région. Mais Beytullah Mehsoud n'était pas un simple insurgé. C'était le commandant le plus redouté des talibans pakistanais. Il a pris le pouvoir juste après l'année 2004. Très vite, il a bâti une réputation terrifiante. Son groupe ne se cachait pas dans les montagnes pour attendre. Il frappait au cœur du pays. Des attentats à la bombe ont secoué les grandes métropoles comme Islamabad, Lahore et Peshawar. Les cibles étaient variées. Des commissariats de police pulvérisés, des postes de contrôle de l'armée attaqués. Même les marchés bondés devenaient des pièges mortels. Les attaques suicides sont devenues sa signature personnelle. Entre 2007 et 2009, le bilan s'est alourdi. Des centaines de Pakistanais sont morts dans des attaques directement liées à son réseau. Le gouvernement pakistanais l'a désigné comme l'ennemi public numéro 1. Mais ce n'était que le début. Le crime qui a définitivement scellé son sort a eu lieu en décembre 2007. La cible, Benazir Bhutto. Elle venait de rentrer d'exil et incarnait l'espoir démocratique du Pakistan. À Rawalpindi, juste après un rassemblement politique, elle a été assassinée. Sur les images d'archives, on voit la panique totale de la foule après l'explosion. Les soupçons se sont immédiatement portés sur Beytullah Mehsoud. Il a nié toute implication. Mais les rapports des services de renseignement racontaient une autre histoire. Ces hommes étaient derrière le complot. Cet acte unique a transformé le chef taliban en cible prioritaire absolue pour Islamabad et Washington. La situation a changé à l'été 2009. Mehsoud était gravement malade. On parlait de problèmes rénaux sévères. D'autres rapports mentionnaient un diabète avancé. Il ne pouvait plus se déplacer librement. Il s'est réfugié dans la maison de son beau-père, dans le petit village de Zangara, au Waziristan du Sud. Sa jeune épouse ne le quittait pas. Elle restait à son chevet pour le soigner. À première vue, une simple maison familiale dans une zone tribale. Mais en réalité, le dernier refuge de l'homme le plus recherché du monde. La nuit du 5 août 2009 est tombée sur la vallée. Un bourdonnement caractéristique a rempli le ciel. Un drone américain. Ces appareils n'étaient pas pilotés depuis le sol pakistanais. Les commandes se trouvaient à des milliers de kilomètres de là, dans des bases sécurisées du Nevada. Sur les écrans de contrôle, les analystes observaient les flux vidéo en temps réel. L'aéronef a plané au-dessus de la cachette suspecte. Le renseignement a confirmé la présence de la cible à l'intérieur. L'opérateur a déclenché le tir. Le drone a largué 2 missiles Hellfire directement sur le complexe. La frappe était d'une précision chirurgicale. La première explosion a éventré le bâtiment principal. La seconde a assuré la destruction totale de la structure. Le toit s'est effondré instantanément, ensevelissant les occupants sous des tonnes de gravats. Aucune chance de survie. Beytullah Mehsoud est mort là où il était couché. Il n'a pas pu s'échapper. Sa femme, qui prenait soin de lui à cet instant précis, a été tuée juste à côté de lui. Les rapports ultérieurs ont confirmé que le toit l'avait écrasé sur le coup.
Son nom n'a jamais été rendu public. Presque rien de sa vie n'a filtré en dehors du cercle familial. Dans de nombreuses traditions tribales, l'identité des femmes reste un domaine strictement privé. Elle est donc restée sans nom dans les registres officiels. Mais, même sans nom, sa mort portait un poids symbolique lourd. Elle est devenue la première épouse connue d'un chef taliban à périr dans une frappe de drone américaine. Pour les États-Unis, l'élimination de Mehsud était un succès majeur. À Washington, on a célébré cette mort comme une victoire décisive contre le terrorisme. Pour les talibans, le message était différent. C'était une perte stratégique, mais surtout un avertissement sanglant. 2016. Une année marquée par la terreur au Pakistan et en Afghanistan. Un nom revenait sans cesse sur toutes les lèvres. Mullah Fazlullah. Ce n'était pas un simple commandant taliban perdu dans les montagnes. Il était l'homme qui avait autrefois possédé un royaume personnel. Entre 2007 et 2009, la vallée de Swat lui appartenait. Comment a-t-il maintenu son emprise sur cette région? Par une brutalité absolue, mais surtout par la peur. Il a banni la musique. Il a forcé chaque homme à laisser pousser sa barbe. Les magasins de vidéos ont été réduits en cendres. Et plus grave encore, il a cadenassé les écoles pour filles. L'éducation féminine était devenue un crime. Mais son arme principale n'était pas le fusil, c'était le micro. Chaque soir, sa voix résonnait sur la bande FM. On le surnommait Mullah Radio. Il utilisait les ondes pour diffuser sa propagande et menacer ses opposants. Dans les maisons, les villageois écoutaient, terrifiés. Ils savaient que la désobéissance menait directement à la place publique. Là-bas, les fouets claquaient sur les dos. Parfois, c'était une balle dans la tête devant la foule rassemblée de force. Fazlullah a rapidement grimpé au sommet de la liste des hommes les plus recherchés du Pakistan. En 2009, l'armée pakistanaise a lancé une opération massive. Les chars ont roulé, l'artillerie a pilonné les positions. Fazlullah n'est pas mort au combat, il a fui. Il a traversé la frontière pour rejoindre l'Afghanistan et rebâtir ses forces. De là, il a planifié le chaos. Des attentats à la bombe, des embuscades contre les forces de sécurité. Et en 2012, il a commandité l'attaque qui a choqué le monde, la tentative d'assassinat sur Malala Yousafzai. L'escalade a continué. En 2013, il est officiellement nommé chef du Tehrik-i-Taliban Pakistan. Il était désormais l'un des hommes les plus dangereux de la région. Les États-Unis et le Pakistan ont débloqué des ressources colossales pour le traquer. Les drones survolaient les zones tribales jour et nuit. À l'image, les caméras thermiques scannèrent le terrain à la recherche d'une silhouette. Les frappes ciblaient ses cachettes présumées au Pakistan et dans l'est de l'Afghanistan. Les rumeurs de sa mort faisaient surface presque chaque année, mais à chaque fois, il réapparaissait. Il semblait capable d'échapper aux missiles les plus précis. Une ombre insaisissable. Cependant, lors d'une frappe aérienne en 2016, une autre nouvelle est tombée. Les rapports de terrain indiquaient que sa femme se trouvait dans le complexe visé. Les bombes avaient tout détruit. Les médias locaux ont affirmé qu'elle était morte aux côtés d'autres membres de la famille. Les journaux pakistanais ont relayé l'information avec certitude. La télévision a diffusé les images des décombres fumants. L'information semblait solide. Après tout, les épouses des chefs talibans partageaient souvent les cachettes de leurs maris. Quand les missiles frappaient, les familles subissaient le même sort. Pendant 1 an, sa mort a été considérée comme un fait historique. Les analystes y voyaient un exemple typique des dommages collatéraux de la guerre des drones. Certains spéculaient même que cette perte affaiblirait la détermination de Fazlullah. Mais ce n'était qu'une illusion. Août 2017. La vérité a surgi d'un endroit inattendu. Le magazine Sunat-i-Kaula a publié un nouveau numéro. Ce n'était pas une revue ordinaire. C'était une publication rare, conçue spécifiquement pour les femmes des cercles extrémistes, les incitant au djihad. À l'intérieur des pages, une interview exclusive. À première vue, un simple texte de propagande, mais en réalité, une preuve de vie irréfutable. La femme de Fazlullah s'exprimait longuement. Elle décrivait son mariage avec le chef terroriste. Elle racontait les difficultés de la vie en clandestinité, les déménagements constants pour éviter les drones. Elle expliquait comment elle maintenait ses devoirs d'épouse et de mère malgré la traque. Ce n'était pas le fantôme d'une victime collatérale, c'était une militante active.
L'interview a provoqué une onde de choc dans les services de renseignement. Non seulement elle était en vie, mais elle était profondément impliquée dans la machine de guerre des talibans. Les rapports de 2016 étaient faux. La guerre de l'information avait encore perdu une bataille. Août 2021. En l'espace de quelques jours, Kaboul a changé de visage. Les troupes américaines avaient quitté le sol afghan et le drapeau des talibans flottait de nouveau sur la capitale. Pour les femmes, ce n'était pas un simple changement politique, c'était une condamnation immédiate. Les vieilles peurs des années 90 ont refait surface instantanément. Pourquoi cette panique était-elle si viscérale? Les familles se souvenaient des enlèvements passés. Mais la réalité a très vite dépassé la mémoire. Des rapports concrets ont commencé à affluer des provinces de Tar, Kondoz et Gore. Les commandants locaux ne perdaient pas de temps. Ils établissaient des listes précises. Sur le papier, les noms de toutes les femmes célibataires âgées de 15 à 45 ans. Ces documents n'étaient pas des recensements administratifs, c'étaient des commandes. Les émissaires talibans remettaient les listes aux anciens des villages avec une consigne stricte: livrez vos filles. Le refus ne signifiait pas une amende, il signifiait la prison ou les coups de crosse. Dans les zones rurales, le pouvoir des talibans était absolu. À première vue, des mariages religieux traditionnels. Mais en réalité, un butin de guerre pour récompenser la loyauté des combattants. Mais la terreur ne s'est pas arrêtée aux villages isolés. Janvier 2022. Le cas d'Elaha a brisé le silence médiatique. 25 ans, étudiante en médecine à l'université de Kaboul. Elle n'était pas une simple citoyenne anonyme, elle était la fille du général Abdur Rahman Rahmani, un haut gradé de l'armée de l'air afghane. Son père avait collaboré étroitement avec l'armée américaine. Pour le nouveau régime, Elaha représentait une cible parfaite. La marier de force n'était pas seulement une question de contrôle démographique. C'était un message humiliant envoyé à tous les anciens officiers qui avaient osé résister. Les services de renseignement talibans l'ont interceptée. Ils ne l'ont pas emmenée en prison, mais devant un imam. Elle n'a pas été contrainte d'épouser Saïd Kosti, l'ancien porte-parole du ministère de l'Intérieur. Kosti était un homme intouchable au sein de la nouvelle hiérarchie. Elaha n'avait aucun levier de négociation. Elle a été coupée de sa famille, privée de ses études et enfermée. À l'image, les murs d'une maison devenue une cellule individuelle. Ce qui rendait l'affaire choquante, c'était le profil de la victime. Une femme éduquée, issue d'une famille respectée, réduite à l'état de prisonnière domestique chez un cadre du régime. Mais le silence n'a pas duré éternellement. Août 2021. Elaha a réussi l'impossible. Elle a obtenu un téléphone et a appuyé sur le bouton d'enregistrement. Elle a envoyé les fichiers à des réseaux d'activistes. Sur la vidéo, on voit clairement des hématomes violets sur son visage. Des cicatrices marquent ses bras et son corps. Elle ne pleure pas seulement. Elle accuse. Pour une femme en Afghanistan, ce geste équivalait à signer son arrêt de mort. Le régime avait banni les voix féminines de l'espace public. Dénoncer un commandant aussi puissant, à visage découvert, était un acte suicidaire. La diffusion a été fulgurante. En quelques heures, les extraits ont inondé Twitter, Facebook et les groupes WhatsApp. Les téléphones vibraient dans tout le pays. Les Afghans regardèrent les images en cachette. Les activistes internationaux et les journalistes ont relayé le cri d'alarme. C'était la première fois qu'une victime parlait directement depuis l'intérieur même du système taliban. On entendait enfin le son de la violence domestique institutionnalisée. Tout le monde pensait voir un acte de libération. Mais ce n'était que le prologue d'un nouveau cauchemar. 156 jours. C'est le temps exact qu'Elaha a passé en enfer. Ce qui semblait être la fin d'une traque n'était que le début d'un nouveau cauchemar. Septembre 2022. Les agents du renseignement taliban l'ont localisé. Ils n'ont pas frappé à la porte. Ils l'ont défoncé. Le bruit du bois qui craque a résonné dans la planque. Ils l'ont saisi de force et l'ont traîné vers un véhicule banalisé. Direction, l'un des centres de détention secrets de Kaboul. Où l'ont-ils emmené? Kaboul regorge de prisons officielles. Mais ce n'était pas l'une d'elles. C'était un complexe fantôme. Une structure gérée directement par les services de renseignement, loin de tout regard public. À l'intérieur, des murs de béton brut et un silence pesant. Pas d'avocats, pas de visite familiale. Les femmes accusées d'immoralité et les opposants politiques
y étaient jetés comme des déchets. Une fois les portes refermées, le monde extérieur cessait d'exister. Aucun registre n'indiquait leur présence. La famille d'Elaha a remué ciel et terre. Ils ont contacté les responsables locaux, suppliant pour une information. La réponse des talibans était froide et mécanique. « Nous ne la détenons pas ». C'était un mensonge administratif. En réalité, elle avait disparu dans un système conçu pour effacer les êtres humains. De novembre 2022 à avril 2023, la violence est devenue son quotidien. Elle a décrit l'horreur avec précision. Les gardes ne se contentaient pas de surveiller. Ils frappaient, parfois avec des bâtons, parfois avec la crosse de leur fusil d'assaut. On entendait le bruit sourd des coups contre les os. D'autres fois, la méthode changeait. Ils la privaient de tout, pas d'eau, pas de nourriture, juste la faim et la soif sur le sol froid de la cellule pendant des jours entiers. Mais la situation a empiré. À première vue, un interrogatoire standard, mais en réalité, une séance de torture systématique. Les interrogateurs l'ont attaché à une chaise. Ils ont utilisé des câbles électriques. Les décharges traversaient son corps alors qu'ils hurlaient leurs exigences. Ils voulaient une confession. Ils voulaient qu'elle admette faire partie d'un complot étranger. Son seul crime était pourtant d'avoir parlé. Son corps a commencé à lâcher. Elle perdait du poids à une vitesse alarmante. Sur les rapports ultérieurs, on constate une faiblesse extrême et un état mental au bord de la rupture. Chaque heure passée dans ce complexe semblait être la dernière. Autour d'elle, d'autres détenus subissaient-ils le même sort. Certains ont été emmenés dans le couloir et ne sont jamais revenus. Pourtant, Elaha n'a pas cédé. Elle s'est accrochée à une idée fixe. Cette prison ne serait pas sa tombe. Avril 2023. L'impensable s'est produit. Elle a réussi à s'évader. Les détails précis de l'opération restent classés secret défense. Révéler la méthode condamnerait immédiatement à mort ceux qui l'ont aidée. Ce que l'on sait, c'est qu'il a fallu un courage insensé. Les prisons talibanes sont des forteresses. Toute complicité est punie par une balle dans la tête. Quand elle a franchi le périmètre de sécurité, c'était un miracle statistique. Elle avait survécu à des mois de torture dans l'un des bras les plus secrets du régime. Peu de femmes dans sa position ont pu raconter leur histoire. La plupart restent des ombres, des victimes silencieuses dont les cicatrices ne se referment jamais. Mais Elaha est sortie vivante. Son témoignage est désormais gravé dans l'histoire.